Aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas forcément d'identifier de nouveaux médicaments, mais surtout d'identifier les bons médicaments pour un patient donné. Il y a un lieu commun qui considère qu'il y a des gens empathiques et des gens empathiques. C'est pas vrai. Pour certaines personnes, c'est plus ou moins facile. Pour d'autres, c'est plus ou moins difficile. Mais pour moi, c'est comme l'anatomie, ça s'apprend. Ça s'apprend. Moi, je veux avoir la vérité, mais avec des mots gentils. Bonjour, je m'appelle Juliette. Je suis infirmière en oncologie depuis 11 ans. Aujourd'hui, je coordonne toute une équipe d'infirmières chez Résilience. Périodiquement, je prendrai le relais d'Anne-Sophie pour passer de l'autre côté, en donnant la parole à ceux et celles qui soignent les personnes touchées par le cancer. À travers ces épisodes, je vous propose de briser la glace et de mettre en lumière l'humain qui se trouve derrière chaque blouse. Aujourd'hui, je vous invite à écouter le professeur Christophe Massard, oncologue médical, chef du département de l'innovation thérapeutique et des essais précoces à Gustave-Roussy et professeur des universités à Paris-Saclay. Lorsqu'il était étudiant, Christophe Massard a lui aussi croisé la route du cancer. Une épreuve qui a contribué à faire de lui le chercheur et le médecin qu'il est aujourd'hui. Avec simplicité et transparence, il nous partage son expérience et pose son regard sur les nombreuses évolutions actuelles et futures des prises en charge des personnes atteintes du cancer. Donc, je suis Christophe Massard, je suis professeur de médecine, cancérologue. Et donc, je travaille avec Gustave-Roussy. Je suis le chef de ce qu'on appelle le DITEP, qui est le département d'essais précoces à Villejuif. Et la cancérologie est une discipline très vaste, un domaine très étendu qui a fait beaucoup de progrès. Donc, il y a différentes disciplines, différents types de médecins. Souvent, les personnes connaissent les chirurgiens. Il y a d'autres spécialités qui sont liées au traitement qu'on fait chez les gens qui ont des cancers. Donc, les radiothérapeutes, oncologues, les oncologues médicaux qui sont un peu les spécialistes des traitements médicaux. Donc, chimiothérapie, immunothérapie, thérapie ciblée. Puis, on a aussi tous les spécialistes d'organes, médecins, qui s'occupent des diagnostics et aussi des traitements pour certaines spécialités. Moi, je suis né à Saint-Étienne, au lycée. Je me suis intéressé, alors plutôt, on va dire, à la santé large. Je voulais devenir vétérinaire. Et pour différentes raisons, j'ai choisi médecine, sachant que j'avais peu d'idées de ce qu'était la médecine à l'époque, à 18 ans. J'étais plutôt intéressé par le côté recherche et moins par le soin, parce que j'avais pas forcément une idée très précise de ce qu'était la médecine, à part le médecin généraliste qu'on consultait tous les 2-3 mois. Et puis à 18 ans, donc durant ma première année de médecine, j'ai eu moi-même un cancer, donc une maladie d'Hodgkin, un lymphome, donc ce qu'on appelle le cancer des ganglions. Donc je me souviens très bien de cette expérience, que la même année, moi j'ai eu un lymphome et il y avait un autre étudiant à Lyon-Nord qui a eu une sarcoïdose, donc c'est deux maladies en fait très très différentes, mais qui se présentent un peu sur les mêmes symptômes. Je me rappelle, on était aussi dans le même service, et donc en fait voilà, il y a le diagnostic, moi le cancer. Mon collègue, il a eu une sarcoïdose qui n'était pas une maladie très gentille non plus, mais voilà, qui n'était pas un cancer. Et donc très rapidement, j'ai pu voir l'ensemble de la prise en charge qui était très adaptée, très rassurante. Et puis après, une équipe soignante et médicale qui était très présente, qui rapidement ont donné à la fois le diagnostic et puis après les traitements qu'il fallait faire, donc la chimiothérapie. Donc les choses, moi, je ne me suis pas beaucoup posé de questions, parce que ça a été assez rapide, assez bien encadré. Puis paradoxalement, quand on est jeune, alors 18 ans c'est encore jeune, hein, on ne se pose pas forcément les questions de pourquoi moi. On se dit, en fait, c'est ma vie, c'est comme ça. À moi de continuer, quoi. À moi de persévérer. C'était assez dur, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de traitements, ce qu'on appelle les soins de support. Et il y a toute cette partie du traitement où on est très motivé, puisqu'on vient à l'hôpital, il y a des rendez-vous. Et puis après, il y a la partie où on nous dit, c'est une bonne nouvelle, c'est la rémission. On est probablement guéri, et puis après il y a la phase de surveillance. C'est clair qu'il y a cette phase qui est plus dure où en fait, les médecins vont faire leur travail, vous avez moins de rendez-vous à l'hôpital, et donc c'est là où les questions arrivent. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que je fais après? Ce blues ou cette dépression qui suit en fait l'épreuve intense du traitement. Moi je me dirais elle a duré probablement 2-3 ans entre la fin de mes traitements et puis le début des révisions pour faire l'internat, l'examen en médecine. Et je pense qu'il y a 20-25 ans, ce n'était pas identifié, parce que clairement, en tant que médecin, on était content d'avoir guéri les personnes. On considérait que le traitement s'arrêtait là. Et donc, c'est vrai que depuis 20-25 ans, il y a eu une vraie prise en compte que les soins du cancer ne s'arrêtent pas aux soins du cancer. Il faut prendre en charge les personnes qui sont atteintes du cancer. Ce n'est pas que de la chimiothérapie,
c'est aussi tous les soins qui permettent d'améliorer les effets secondaires de la chimiothérapie, mais aussi comment les gens reçoivent ces traitements, comment aussi ils les perçoivent, et quel est l'impact pendant les traitements et après les traitements. Donc c'est clair qu'à mon époque, ça n'existait pas, ou peu. Clair que d'avoir vu en tant qu'interne, puis médecin, ces avancées-là, même si ce n'est pas mon sein d'intérêt particulier, c'est important pour moi de l'avoir vécu. Et je pense en partie, c'est une raison pour laquelle j'ai voulu rester dans cette discipline, pour justement participer à ma mesure aux différents progrès pour les gens qui sont atteints d'un cancer. Et donc ça, c'est clair que c'est quelque chose qui m'a marqué. Et progressivement, je me suis dit, en fait, si j'ai envie de faire une discipline qui allie à la fois la recherche et ce soin très humain, la cancérologie, c'est quand même un bon exemple. Elle m'a permis vraiment d'avoir ces deux aspects de ce métier, un aspect très technique, même froid, on peut dire, proche de la recherche, et puis un aspect très humain, très soignant. Et pour moi, c'était une vraie complémentarité, d'autant plus que j'avais pu le voir moi-même dans mon corps. Donc de cette période de ma vie, ce que j'en retiens, il y a un point très individuel pour les personnes atteintes d'un cancer. C'est à la fois être très seul et très entouré, et gérer cette opposition. Parfois, on est très seul alors qu'on est très entouré, et parfois, on peut être très seul et justement pas s'en sentir seul. Donc typiquement, s'il y a des périodes qui sont plus ou moins dures, et vous sentez, vous avez besoin d'être seul vous-même, pour vous-même vous réapproprier votre corps, ou mieux comprendre votre corps et comment il réagit vis-à-vis des effets secondaires. C'est assez connu, les gens par exemple, qui sont très sportifs, les athlètes ou autres, ils ont probablement une façon d'appréhender la maladie et les traitements très différents. Ils connaissent très bien leur corps, et donc eux peuvent nous donner des informations qui peuvent nous aider à mieux prendre en charge les effets secondaires. Et puis parfois, en fait, vous n'avez pas besoin d'être entouré. Et parfois, à l'inverse, vous avez besoin d'être avec des personnes, mais pas forcément parler de votre maladie. La deuxième chose, c'est cette confiance. Je pense que c'est important d'avoir confiance dans l'équipe soignante, médicale qui vous prend en charge. Donc, ce n'est pas que les médecins, c'est vraiment une équipe. Et donc ça, moi, je l'ai vu personnellement. Ça va de l'infirmière, l'aide-soignante, l'agent hospitalier, l'agent d'accueil, de la personne qui vous accueille au début de votre entrée à l'hôpital jusqu'au médecin. Les gens savent que vous avez un cancer et donc ont cette gentillesse, on peut le dire, c'est une gentillesse de vous prendre en charge. Puis après, enfin, il y a cette résilience, mais je dirais même persévérance. Il y a cette persévérance, cette endurance. C'est à la fois un sprint, on va dire, lorsqu'il y a les traitements, lorsqu'il y a plein de rendez-vous, lorsqu'il faut venir à l'hôpital pour faire les traitements. Puis à la fin, il y a un marathon. Vous partez pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour pas forcément revenir à votre vie d'avant, parce que je pense qu'on ne revient pas à sa vie d'avant, mais pour recréer un projet de vie qui vous correspond. Et c'est clair que moi, j'avais changé des choses dans ma vie personnelle, que j'aurais peut-être fait sans la maladie, mais que la maladie et les traitements ont fait accélérer. Des choix de vie, des décisions par rapport à votre famille ou vos amis, peut-être des décisions que vous auriez reportées 10 ans après, que vous avez prises très rapidement, parce qu'en vous disant, en fait, j'ai peut-être pas 10 ans devant moi, donc ce qui est important aujourd'hui, le faire aujourd'hui. Alors la grande question de mon expérience est de savoir si ça vous donne plus d'empathie. Alors souvent, il est reproché aux médecins, cancérologues ou autres de manquer d'empathie, de ne pas avoir assez d'empathie. Souvent, il est dit que certaines personnes sont plus empathiques que d'autres. Et souvent, il est dit que on est empathique et ça ne s'apprend pas. Donc, mon expérience m'a montré que ça s'apprend, que ça se travaille et qu'on peut y penser. Initialement, en tant qu'étudiant, je ne suis pas sûr que j'étais très prédisposé à être très empathique. Et je pense clairement le fait d'avoir cette maladie m'a poussé à le travailler. Donc c'est pas forcément se mettre à la place des autres, mais c'est être à l'écoute des autres, à l'écoute de son corps. Donc quand on est à l'écoute de soi, forcément on est plus à l'écoute des autres. Donc il y a ce mouvement un peu paradoxal. C'est clair que quand vous vivez cette expérience, vous apprenez à mieux vous connaître, à mieux comprendre votre corps, à mieux comprendre vos émotions, comment vous réagissez. Et donc clairement ça vous aide à mieux écouter les autres personnes. Donc cette expérience pour moi, je peux pas dire que c'était douloureux. Je ne vais pas dire que c'est une chance, mais c'est clairement quelque chose qui est intégré dans ma vie et je ne serais pas là aujourd'hui dans ce sens-là et j'aurais probablement pas fait les mêmes choix, clairement. Donc en cancérologie, l'innovation thérapeutique recoupe différents domaines.
Donc moi, je m'occupe plus particulièrement d'un département qui s'appelle le DITEP, qui est le département innovation thérapeutique essais précoces. Donc le but, c'est de développer des nouveaux médicaments, des nouveaux traitements pour demain. Donc l'idée, c'est de proposer à des personnes qui ont des cancers avancés, le plus souvent réfractaires ou résistants aux traitements qu'on connaît, d'autres traitements. Donc il y a 20 ans, c'était malheureusement l'option pour les patients aux soins palliatifs. Donc il y a 20 ans, il y avait très peu de traitements disponibles. Et donc à un moment donné, les personnes qui avaient des maladies réfractaires au traitement standard, on leur proposait soit la prise en charge palliative, soit de partir à une phase 1 où on avait peu d'espoir dans leur efficacité. Depuis 10 ans, les choses ont radicalement changé par 3 choses. Premièrement, ce qu'on appelle les tests moléculaires, les screenings moléculaires. Donc aujourd'hui, avec des tests particuliers, on est capable de mieux comprendre le cancer, donc d'identifier, on appelle le talon d'Achille de chaque cancer pour chaque patient. Dans certaines maladies, ça a radicalement changé la façon de traiter les patients. Et dans certaines maladies, on a pu guérir des patients qu'on n'aurait pas pu guérir sans ces traitements. Deuxième point, c'est l'immunothérapie, les immunothérapies. Donc stimuler le système immunitaire contre le cancer. Là aussi, on a radicalement changé l'histoire naturelle des cancers comme le mélanome, le cancer de la vessie, le cancer du poumon. Et puis enfin, récemment, il y a ce qu'on appelle les anticorps couplés. Donc c'est des nouvelles façons de faire de la chimiothérapie, moins toxiques, plus efficaces, qui permettent de mieux traiter les personnes. Donc là, c'est les 3 grands médicaments qui ont radicalement changé la façon de traiter les gens qui ont des cancers. Et on a clairement fait des progrès sur les médicaments, qui ont différents effets secondaires, différentes prises en charge. Et en parallèle, on a fait beaucoup de progrès dans 2 domaines différents, mais qui sont complètement complémentaires, qui sont les traitements locaux, à savoir la radiothérapie, la chirurgie, et l'imagerie. C'est qu'aujourd'hui, on a des imageries beaucoup plus performantes, beaucoup plus adéquates, qui nous permettent de mieux définir à la fois donc, le type de cancer au niveau moléculaire, au niveau des gènes, mais aussi l'extension du cancer. Clairement, c'est ces 2 mouvements qui nous ont permis d'améliorer sensiblement le pronostic d'un certain nombre de cancers aujourd'hui en France et dans le monde. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas forcément d'identifier de nouveaux médicaments, mais surtout d'identifier les bons médicaments pour un patient donné. Donc il y a tout un développement qui est de mieux comprendre pour chaque personne son cancer pour choisir les meilleurs traitements. Aujourd'hui, avec ces différents traitements, la médecine de précision, l'immunothérapie, ces nouvelles formes de chimiothérapie, combinées avec des traitements type radiothérapie ou chirurgie, on arrive à guérir des personnes qui, il y a 10 ans, on aurait dit incurables. Donc les meilleurs exemples, c'est les personnes qui sont atteintes de mélanome, même avancé, ou des personnes qui sont atteintes de cancer du poumon avancé, pour lequel on a des rémissions très très prolongées qu'on peut appeler guérison. Dans le cadre de ces innovations thérapeutiques, un certain nombre de ces médicaments sont en phase de test dans le cadre des essais précoces, mais beaucoup de ces thérapeutiques, en particulier la radiothérapie ou même des traitements d'immunothérapie ou de thérapie ciblée, font partie de nos traitements standards depuis plusieurs années. Et ce qu'on a pu observer depuis 10 ans, c'est que le temps pour développer ces médicaments se raccourcit. Alors la cancérologie, elle est marquée par ces 2 extrêmes qui sont un côté très technique, très chercheur, et un côté très humain, très soignant. Et j'aime bien une phrase que m'avait dit un de mes mentors et chefs, qui était qu'il avait fait un stage en pédiatrie oncologique. Il avait été marqué par le fait que les enfants lui disaient moi je veux avoir la vérité, mais avec des mots gentils. Et donc, si on devait résumer ce métier de cancérologue, pour moi c'est ça, il y a un côté très technique, très dur, très vrai, avec beaucoup d'études, beaucoup de nouveaux traitements, beaucoup d'incertitudes. Et en même temps, les personnes qui sont atteintes de ces cancers, si vous leur parlez avec des mots gentils, et la gentillesse n'est pas un défaut, les personnes vont vous suivre, vont comprendre. Peut-être pas la première fois, peut-être pas la deuxième fois, mais en redisant, en retravaillant, en prenant son temps, les personnes sont capables de s'approprier à leur rythme particulier certaines vérités ou pas. Et votre rôle de médecin est clairement d'accompagner ces personnes, leurs familles, les aidants, dans cette épreuve qui reste une épreuve encore aujourd'hui. Les cancérologues sont connus pour utiliser des traitements assez toxiques pour une maladie qui reste grave.
Et malheureusement, ces traitements-là, quand vous guérissez les personnes avec un cancer, ils peuvent faire des effets secondaires à long terme. À long terme, c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans. Il y a 25 ans, moi, quand j'ai été traité pour ma maladie de Hodgkin, j'ai eu un traitement de chimiothérapie, de radiothérapie. Et donc, tout le monde était très content que je sois guéri. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Et 20 ans après, j'ai fait un infarctus. Alors que je suis médecin, que je connaissais les symptômes, je connaissais les complications. Mais rien n'était vraiment organisé pour prendre en charge ces séquelles jusqu'à très récemment. Donc ça, on le voit assez souvent chez les enfants qui sont traités pour des cancers. Et nos collègues oncologues pédiatres ont été les pionniers pour mettre en place une prise en charge des effets secondaires à long terme. Et donc ça, aujourd'hui, notre système de soins, il n'est pas totalement organisé pour faire ça. Et souvent, les cancérologues peuvent aider, mais parfois, on n'est pas les meilleurs médecins pour prendre en charge ces effets secondaires. Ça peut être des effets secondaires au niveau du cerveau, du cœur, de la peau. Donc pour nous, c'est important de créer des réseaux de spécialistes qui vont s'intéresser à ce type d'effets secondaires et qui vont permettre de mieux organiser la prise en charge de ces personnes qui, comme moi, vont faire leurs complications, peut-être pas dans 2 ans ou 5 ans, mais qui vont la faire dans 10 à 15 ans, qui vont probablement oublier qu'ils avaient eu un cancer, qui vont pas forcément faire le lien entre leur nouvelle maladie et les traitements. Et donc, on avait beaucoup de retard en France, et récemment, il y a plusieurs initiatives qui ont permis de proposer des prises en charge sur le long terme. Nos collègues pédiatres ont été très précurseurs pour prendre en charge et suivre leurs patients pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus. Et puis l'autre exemple, c'est les patientes qui ont un cancer du sein qu'on guérit dans une immense majorité des cas, mais qui ont des traitements très lourds et qu'il faut accompagner pour l'ensemble des effets secondaires qu'elles vont avoir pendant 5 ans, 10 ans, voire plus. Et ceci est d'autant plus important que ces traitements sont pris souvent à la maison. Et donc, il est important que ces personnes puissent être prises en charge, on va dire, en dehors de l'hôpital, suivies par d'autres spécialistes, voire par des applications numériques ou autres. Parce que clairement, l'hôpital n'est pas forcément le meilleur endroit pour prendre en charge ces effets secondaires. Et depuis 10 ans, on a régulièrement des médicaments qui contrôlent la maladie, font diminuer la maladie, voire la font disparaître. Et des personnes qui ont des cancers généralisés ou à très haut risque et qui se retrouvent à prendre pendant 1 an, 2 ans, voire plus un traitement. Et donc forcément, ces effets secondaires chroniques deviennent notre quotidien. Et donc depuis quelques années, on a structuré des réseaux entre cancérologues spécialistes de ces effets secondaires pour prendre en charge ces personnes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous participez à ces essais précoces ou à ces nouveaux médicaments, il y a un espoir réel que ce médicament puisse contrôler la maladie sur un temps long, plusieurs années, voire puisse vous guérir. Et donc, dans le même temps où le cancérologue va s'intéresser à contrôler le cancer, il va s'intéresser aussi à accompagner la personne pour mieux supporter les traitements. Donc, l'autre point majeur dans l'innovation en cancérologie aujourd'hui, c'est pourquoi pas de ne plus avoir de cancer. Et donc là, c'est l'idée qu'en particulier à Gustave Roussy, avec son programme qui s'appelle Interception. Donc en fait, ces personnes sont vues en consultation, pas dans l'hôpital principal du Gustave Roussy, mais juste à côté. Ils consultent un médecin qui va permettre d'évaluer leur risque personnel, individuel, de faire tel ou tel type de cancer, et de proposer un plan d'action qui permet de réduire ce risque de cancer. C'est à l'initiative souvent des médecins généralistes ou des patients. Un des problèmes que nous avons en France, c'est que ce n'est pas totalement culturel. Dans un pays latin, bon vivant, de donner des prescriptions autres que médicamenteuses. Alors que clairement, il y a un certain nombre de cancers pour lesquels modifier ses habitudes addictives, donc alcool, tabac, autres drogues potentielles, modifier son mode de vie, sédentarité, activité physique, modifier son alimentation, viande versus légumes, versus local, versus grande surface, peut avoir un rôle. Et je pense que l'école ou le milieu pré-professionnel a un vrai rôle à jouer pour diffuser ces messages et culturellement de ne plus être choqué quand quelqu'un à la télévision vous dit qu'il ne boit pas d'alcool ou qu'il ne fume pas. Ça doit devenir un message normal de santé publique, d'hygiène collective. Ma conviction est qu'un bon cancérologue est un équilibriste entre le côté très technique de la cancérologie et ce côté très soignant, très humain, qui est indissociable de la prise en charge des gens qui ont un cancer. C'est très instable, il y a des jours où on n'est pas bon,
et d'être convaincu qu'il faut y travailler, c'est ma conviction. Si j'avais un message pour un patient, une personne qui avait un cancer aujourd'hui, première chose, de bien connaître son corps, et c'est pas si simple, de bien se connaître, de bien connaître ses réactions, et aussi de ne pas rester seul, de ne pas hésiter à demander de l'aide, d'avoir des aidants autour de soi, une famille, des amis, de protéger ses aidants. Et un message pour les aidants, qui sont souvent un peu invisibles derrière la personne malade, c'est eux-mêmes pourront aider la personne que si eux-mêmes sont là et ont été aidés. Donc de ne pas hésiter aussi à demander de l'aide, à poser des questions, à demander un second avis, à changer de médecin si vous n'avez pas confiance. Il y a aucun, aujourd'hui en 2024, il n'y a aucun tabou autour de donc, la prise en charge du cancer. Donc, si vous voulez avoir les meilleurs soins, si vous n'êtes pas en confiance, si vous avez besoin d'aide, demandez un second avis, demandez de l'aide, changez de médecin. Et donc pour moi, une définition ou un mot pour résilience, ce serait persévérance. Évoquant tour à tour la recherche et la médecine, Christophe Massart met en lumière ces deux pratiques et leurs impacts sur l'avenir de la prise en charge. Via le récit de son propre parcours, il nous invite également à considérer la prévention et la gestion des effets secondaires liés au traitement sur le long terme comme des piliers essentiels de l'accompagnement proposé aux patients. Merci à lui pour sa confiance et son précieux témoignage. Si vous aussi, vous avez croisé le cancer sur votre chemin, Résilience est une application pour aider chacun à mieux vivre le cancer au quotidien et vous accompagner sur le chemin de la résilience. Rejoignez le mouvement et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.